Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre 2025, il est 8 heures. Et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 en compagnie de nos invités, mais aussi les chroniqueurs du samedi. Alors ce matin, en compagnie de Ahmed Ghaliga Hassen, donc dans sa rubrique, nous allons rendre hommage à l'un des symboles de l'éducation nationale, mais aussi un symbole de lutte pour la libération, un symbole de lutte en Algérie, puisqu'un événement lui a été consacré cette semaine. Ahmed Ghaliga Hassen revient et rend hommage aujourd'hui à la défunte Moudjahida Chema Boufedji. Également, donc, une caravane culturelle va donc être organisée à partir d'aujourd'hui, donc 11 octobre jusqu'au 14 octobre. Il s'agit de la caravane de découverte des jeunes talents et ça va se passer au niveau de la maison de jeunes de Kouba. Donc nous allons revenir sur le programme donc durant ces 4 jours pardon, de ces festivités, de cet événement culturel. La santé mentale, on la célèbre, on la ponctue, on en parle. Donc ça va être un peu une halte pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé durant l'année, des manquements, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faut renforcer. Surtout, la santé mentale, on n'en parle pas beaucoup et pourtant, ça reste l'un des socles pour le bien-être. Et nous en parlons ce matin en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Et donc, nous terminerons l'émission en compagnie donc d'un jeune bénévole qui viendra souvent d'ailleurs nous rendre visite dans notre émission pour partager avec nous des informations qui concernent et qui touchent directement les jeunes. Et cette fois-ci, il va s'intéresser à une programmation donc pour la jeunesse. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée et ce sera Khmous Alek et Bladi. On se retrouve juste après. تميمون الشيخ أنت قراري أم بسيدي عتمان عن غير رحم الشهداء عن غير حضور بالزين أنت ربي للغيب العذاب لين ورتيت المدة زورة لا دايما غير الجزائر تبان
تيميمون يا الغالية 5 وخمس عليك يا بنت يوصفها حار الفنان بالشعر ولا بالالحان عرصة بالريشة حيران زينها طبيعي بحار العيان يوصفها حال الفنان بالشعر ولا بالألحان الرسام بالريشة حيران زينها طبيعي يظهر العيان لون اخضر وابيض صافي نجمة ولا الحمر وافي ديما يرفرف ما هو خافي ألمنا شمر لبدا يبان لون اخضر وابيض صافي خلالو نجم احمر وافي ديما يرفرف ما هو خافي علمنا شامع لبدا يبان Et notre ami Ahmed Guireg-Hassan donc nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Ahmed? Là-bas, alhamdoulilah, Ça se passe bien, une belle semaine, hein? Une très belle semaine. Une très belle semaine, un bel hommage qui a été rendu durant cette semaine surtout. Oui, parce que c'est vraiment, c'est le résultat du travail d'une association, gérer l'association, tout un patelin pendant plus de 10 ans, presque 14 ans de travail. Donc il fallait travailler en premier quand l'histoire a commencé avec Chama en 2013. Et avant donc parler du commencement donc de toute cette histoire donc de recherche, et on va en parler donc, et ce sera un hommage qui sera rendu à la défunte donc Moudjahida Chama Boufdji, Allah yarhamha, et ce sera juste après cela. Et donc on disait, l'histoire a commencé en fait, Chama, on la connaissait. Enfin, nos grands-mères racontaient, il y avait Chama qui faisait ceci, qui faisait cela, mais on ne savait pas dans le détail. Il a fallu que l'aventure commence en 2013, à peu près 2014, la création de l'association. Donc, un groupe qui porte le nom de Chama. Donc, un groupe de gens ont décidé de créer une association culturelle à Borj Zmoura, donc à Borj Bouaririj. Donc il fallait lui trouver un nom, donc qui mieux que Chama. Donc il y avait d'autres moudjahid, il y avait des chouhada, il y avait ulama, il y avait, mais bon, c'est comme ça, c'est le destin qui a choisi Chama, et il fallait qu'elle revienne sur scène. Et depuis, donc le président de l'association racontait qu'il a commencé. Il n'avait même pas la photo de Chama. Donc, il avait une photo qui n'était pas la sienne. Oui. Donc, petit à petit, donc, il a commencé à comme ça. Et apparemment, Clément nous dit qu'en régie, on l'a. Ah oui. Là, on la voit, elle est toute jeune, décidée, mais il faut voir ce qu'il y a derrière la photo. Donc, il faut voir la femme. Un regard perçant, hein, quand même, un sourire prometteur. Ah oui, c'est une dame. Moi, on n'arrête pas de la découvrir, de toute façon. Donc, il y a eu, donc, l'association a organisé des colloques, des hommages, et on a commencé par aussi la collecte de témoignages. Donc il y avait les témoignages des gens qui l'ont connu, notamment Madame Ben Mehdi, Allah yarhamha, notamment Jamila Boubacha, les voisins, la famille, donc tout le monde a contribué. Donc il y a des gens qui sont venus dans l'association, qui sont repartis parce que bon, les aléas de la vie, etc. Moi je les ai rejoints, je me souviens, en 2016. Donc j'étais de loin, mais à chaque fois je m'impliquais un peu plus, jusqu'au moment où on arrive à l'apothéose, et c'était le samedi dernier où Chama est rentré dans le musée national du Moudjahid. Là on voit Chama et sa sœur Khadra, donc alors là, elles sont au milieu. Pas la reconnaître par contre. Elles sont au milieu. Donc première, deuxième, troisième rangée au milieu. Elles sont les plus âgées du groupe parce qu'elles ont rejoint. Voilà. Et ça se voit. Ça, c'est à l'école Chabiba.
entre, je dirais en 1933. 1932-1933. C'est là où elles ont rejoint l'école. En fait, elles ne sont pas restées beaucoup à l'école parce qu'elles étaient donc elles étaient un peu trop âgées pour le sortir de la... Elles vivaient à l'impasse du Lion, donc de là à partir à la rue Rondon au début. Non, elles n'ont pas étudié à la rue Rondon. Elles ont étudié directement à la Ramplouni à l'Esqi, donc là où est maintenant Chabiba. Et là, à gauche, on voit le vieux monsieur. C'est apparemment Cheikh Yahya Jafar qui était enseignant. Cheikh Yahya Jafar, on connaît de lui que le nom. Donc, s'il y a des gens qui connaissent, qui ont des informations sur, même si les filles qu'on voit dans la photo, on aimerait bien les identifier. On sait probablement il y en a quelques-unes qui peuvent se reconnaître. Hein. Et sûrement, j'espère, parce qu'avec elle, il y avait Atiqa Aziz, la sœur de Abdelrahman Aziz, là, donc il avait une sœur qui a étudié avec Shama. Et puis il y avait Hasiba Jilali. Donc c'est celle qu'on connaît, donc on ne connaît pas plus. Mais l'aventure a commencé à l'école Chabiba. Quand elle a commencé à étudier Shama, Khadra a tout de suite quitté l'école parce qu'elle était un peu plus âgée, donc elle est arrivée à Amr al-Hijba trop tôt. Mais Shama, elle a quand même étudié 3 ans. Donc ce qu'elle apprenait à l'école, elle l'enseignait chez elle. Au début à ses sœurs et ses frères, puis aux petites voisines, et puis a commencé l'aventure. Même quand elle a quitté en 1934... Le sentiment de partage, finalement, a commencé très tôt chez Shama. Je ne sais pas, mais c'est une vocation qui s'est révélée tout de suite, donc qui s'est dévoilée. Et même en 1934, elle a fait un discours, donc elle participait dans les fêtes organisées par la Chabiba, et elle leur disait, une fois, elle s'est mise, elle leur a dit, je veux être la femme qui va être leader du progrès de la femme algérienne, quelque chose comme ça. Et cette année, elle a fait la prison, elle a fait Serkedji, ou elle ou sa sœur Khadra, l'une des deux avec leur maman. Elles ont fait une semaine un mois, je pense. Les filles, la fille, je pense une semaine, mais la maman, elle a fait presque un mois, je crois. Donc 2 prisons de Serkedji parce que tout ce qui se faisait. Et puis, donc, elles ont organisé une petite école chez elles. Et ils disaient au début que c'était une école coranique. Donc, elles ont même entraîné les petites. Quand les autorités arrivent, donc elles avaient leurs cahiers, leurs livres, ils mettaient tout sous le tapis. Donc, et puis, donc, ils sortaient le mushaf et ils faisaient semblant de réciter le Coran en groupe. Donc, c'est une école coranique, puis ils repartaient. Donc, pas plus que ça. Mais on a eu la chance aussi de voir le contenu de l'enseignement, les programmes qu'ils enseignaient. Donc, c'était la science naturelle, la géographie et les mathématiques, et donc la langue, le Coran. Il y a même des filles qui ont appris à réciter le Coran du début à la fin à l'école de Shama. C'est un programme complet finalement d'un cursus écolier normal. Exactement. Au début, elles n'ont pas fait partie du réseau d'écoles de Jum'iyat al-Ulama, de l'association de ulama. Ce n'est qu'après la guerre 39-45 que l'école a rejoint. Parce que après la guerre, donc, le père n'avait pas les moyens, n'avait peut-être plus les moyens, parce que la guerre venait de passer. En 1947, il a fait la proposition dans un congrès ou une réunion des ulama, il leur a proposé de créer des classes d'enseignement pour filles dans leurs écoles. Parce qu'elles avaient déjà un réseau d'écoles implanté ici à Alger. Donc, et c'est comme ça que les filles sont parties enseigner. Mais avant ça, elles ont commencé à enseigner chez elles. Il y a quelques parents, puis elles ont créé aussi des annexes à la Casbah même. Donc, leur école, elle était à l'impasse du Lion. Ils ont créé une autre école à l'impasse Farina, une autre école à la rue Ben Ali et une autre quelque part en face Sidi Abdelrahman. Donc il y avait au moins 4 écoles pour filles à la Casbah. Ça c'est avant. Et puis il y a même un parent qui était de Bir Khadim, le Hajj Ibrahim, qui a ramené ces 2 filles étudier chez elle. Elle faisait une sorte d'internat, donc elle vivait à la maison. Et puis il leur a offert une chambre chez lui pour créer une classe. Donc, ils ont créé des annexes à Bir Khadim, à Shraga, à Bilkour, à Al-Qubba, Boulourine, à Notre-Dame d'Afrique. Donc, il y a plein d'annexes. Frévalon, Fontaine-Fraîche,
partout, donc elles allaient enseigner. C'était les filles qui étudiaient, qui étaient élèves, enseignantes. Donc finalement, c'est un double, triple combat parce que finalement, c'est un combat contre déjà la colonisation à l'époque et puis contre même certains freins de la société, certaines mentalités. Donc finalement, c'était un combat à part entière. Sous plusieurs facettes. Alors, Ahmed, si tu permets, avant de continuer un petit peu de voir le combat donc de Chama, alors nous avons un reportage qui revient sur quelques témoignages de personnes qui l'ont connu de plus près. Donc, je vous laisse voir ce reportage de Faria Al-Hamdi. On se retrouve juste après. Né dans la commune de Bir Qasdali à l'est de Borj Bouarerij, un 13 mars 1922, dans une famille conservatrice. À un âge précoce, la jeune Chama Boufedji va faire un passage à la prison Serkedji en 1934, alors qu'elle n'avait que 12 ans, pour la simple et unique raison d'avoir souhaité vivre dans une Algérie libre. Je vais dire que c'est une dame exceptionnelle. Exceptionnelle parce que je la connais. J'ai ouvert les yeux sur elle quand j'étais petit, parce qu'elle est proche. C'est la femme à mon oncle maternel. Boufedji Chama. C'est une Algéroise au départ. Elle est exceptionnelle par la façon de voir son pays, l'avenir de son pays, à un âge très jeune. Donc, c'est dans les années 40 qu'elle a commencé son militantisme et son combat culturel et autres, politique, contre la colonisation française, en créant l'école de filles à la Casbah, les années 40. Son message est clair, c'est de repousser la colonisation culturelle et préserver la personnalité algérienne. La première révolution qu'elle a faite, c'était de lancer l'enseignement des filles en plein Casbah, donc dans un milieu très conservateur où les gens avaient peur pour leurs enfants. Donc elle les a convaincus parce que c'était une famille de confiance, avec son père Mohamed Boufedji, avec sa maman Bornia Chalabi, avec ses frères et ses sœurs. Donc ils sont arrivés à convaincre tout le voisinage d'envoyer leurs filles apprendre. Et de là est née la conscience, la prise de conscience de ces filles, de la réalité de l'Algérien et de l'Algérienne pendant l'époque coloniale. C'est tout naturellement que cette turbulente rebelle décide, avec l'aide de ses parents et sa sœur Khadra, de créer en 1934 sa propre école libre, Sherifat El-Amel, alors qu'elle n'avait que 12 ans, la plus jeune enseignante de toute l'histoire de l'Algérie. امرأة صالحة، امرأة ذكية، امرأة عندها شجاعة، امرأة مخلصة، امرأة عندها حب الوطن، ومرأة اللي ربت أجيال على حب الجزائر. خدمت معاها من صورة برج بوعراريج، انتبعت طلعت للجبل. قراصة هي اللي دخلت لي الثورة، وكي حبط من الجبل هذا البرنوس هذا عنده حكايته. هذا البرنوس كي دخلت من للبرج لقاونا اصحاب البرج بوعراريج، بابا جابوا له برنوس نتاع لوبر، انا جبت لي السيده هذا البرنوس سلمنا. قالت لي صديقه الحمد لله كي عشتي وعشت ورجعتي سيده. قلت لها الفضل يولي ليك انت اللي رجعتيني سيده. قعدنا هكذاك يعني متحابين حتى اليوم الاخير. امراه عظيمه. Une conférence dédiée à l'enseignante Moudjahida Chama Boufedji qui a eu lieu au musée du Moudjahed. Cette rencontre se voulait une occasion pour se remémorer le parcours de la défunte, veuve du martyr Mohamed Sghir Brahim Chewch.
On va essayer de souligner un peu toutes ces grandes lignes qui ont été la vie de Lalla Chama. On va essayer de mettre un peu de lumière sur tout ça pour la faire connaître au public. Et puis on est très heureux parce que Chama a réintégré le lieu où elle devait être, le musée du Moudjahid. Donc voir la photo de Chama parmi tous les Moudjahids de l'Algérie, ici dans le musée, pour nous c'est une grande satisfaction parce que c'est un travail qu'a fait l'association depuis maintenant 12 ans qu'on est en train de faire ça. Alhamdoulilah. La Moudjahida Chama Boufedji a gravé son nom en lettres d'or aux côtés des artisans de la gloire de la nation, en donnant aux colonisateurs français une leçon inoubliable sur la lutte et la bravoure de la femme algérienne. Après une maladie soudaine, elle s'éteint à la mi-mai 1987, à l'âge de 65 ans. Elle a été enterrée à Borj Bouarerij. Voilà, c'était donc un retour finalement des témoignages que nous avons pu suivre à travers donc, le micro de Feriel Hamdi qui a rencontré beaucoup de personnes qui l'ont connu. Ahmed, tu me racontais de belles anecdotes, particulièrement la dame qui était avec le Burnous. Ah oui, c'est son élève. C'est elle qui l'a un peu mis sur l'éveil de l'actualité algérienne sous l'occupation. Et elle est une moudjahida, elle est partie. En revenant, en rentrant du Maquis en 62, elle racontait que tout Borj Bouarerij était là à accueillir les moudjahidines. Il y avait Seyida Chama qui l'a accueilli avec le burnous qu'elle lui a remis en cadeau et elle l'a gardé. Donc c'est un acte très symbolique, le burnous. Oui, on dit aussi que quand Boumediene Allah Yarhamou a visité la grande wilaya de Sétif à l'époque, donc il fallait choisir un moudjahid pour lui mettre le burnous. Bien sûr, le burnous c'est le symbole. C'était Seyida Chama qui lui a mis le burnous. Et quel symbolique, une femme qui met le burnous sur le président de la République. Donc c'est dire la valeur de la dame. Exactement. Parce que ce qu'on voit maintenant, on a parlé de la phase enseignement, on n'a pas parlé de la phase militantisme. Avant de parler de la phase de militantisme, tu me disais que lorsque tu as donné ta conférence lors de cet événement, tu ne pouvais pas le faire assis. Pour moi, il était inconcevable parce que Hiya, Khadra et à travers elle, tous nos enseignants, donc depuis donc nous, on était tout le temps assis, ils étaient tout le temps debout, mais j'étais gêné, j'étais vraiment dérangé d'être assis comme ça à parler de Seyida Chama et devant. Aussi, il y avait en face d'anciens moudjahidines, des gens avec beaucoup de valeur. Donc, je leur ai dit, j'ai demandé la permission au président. Je lui ai dit, désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parler de Seyida Chama assis et je dois me mettre debout. Ça a une grande forme de respect, finalement, et dommage qu'on peut rendre à... Exactement, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, c'est ce que je devais faire. Là, on voit une photo de sa sœur Khadra. Donc, elle est la plus discrète, la moins connue, mais néanmoins un autre pilier de l'enseignement en Algérie, parce qu'elle a commencé l'aventure avec elle. Donc avec elle, il y a ma tante Amtira Tiba, donc et Seyida Khadra. Seyida Khadra a vécu presque centenaire, je crois. Elle a vécu, elle est décédée en 2018, alors que Seyida Chama, elle est décédée en 1987. Amtira Tiba, donc là, je disais, donc c'est tout. Et puis, donc il faut voir le nombre de petites qui sont passées sous, parce qu'elle n'a pas enseigné que l'enseignement classique, parce qu'elle leur a aussi enseigné la couture, elle leur a enseigné le tarz, elle leur a enseigné la cuisine, elle leur a enseigné plein de choses pour faire de toutes ces filles mais surtout, c'est le message qu'elle donnait à travers les fêtes. Donc exactement, c'est la photo qu'il faut. Les fêtes qu'elle organisait en fin d'année. Ça, c'est les filles en plein spectacle. Donc ou bien c'est des pièces de théâtre, ou bien c'est des anachides qu'elles chantaient. Soit dit en passant, les chants nationaux étaient interdits, autant que la géographie, les mathématiques et l'histoire pour les Algériens. Donc, à la fin, et elle demandait aux filles de ramener, qu'elles ramènent leurs parents, donc enfin leur maman, parce que c'est l'éveil. Et c'est comme ça que en 54, on n'a pas à s'étonner de voir que toute la Casbah a embrassé la révolution, parce que quelque part, les femmes étaient préparées à travers tout. Il y a eu un travail qui a été fait en amont. De 20 ans, donc exactement en amont pour préparer. Et là, on voit
On a commencé par la chanson Khamsa wa Khmous et on a le Khamsa Oui. au milieu du tableau. Ça, c'est une des photos Alors c'était des خمسة fêtes. وخموس يا بلادي ça c'est خمسة وخموس على بنات على بلادي شريفة n'est-ce pas? exactement مدرسة شريفة الأعمال تلميذات مدرسة شريفة الأعمال donc avec le shi'ar كيش يقولوا le symbole de l'école donc c'est des quelques vers en slogan. Un slogan, exactement. Donc, et puis arrive la Révolution. Quand la Révolution est arrivée, donc il y a eu, elle était déjà mariée, elle est en 53, elle s'est déplacée, elle s'est installée à Borj Bourir. Donc, tout de suite, elle est contactée par l'un des moudjahidines d'Alger pour faire le lien entre la wilaya 3 et la wilaya 4. Donc, c'est ce qu'elle faisait avec son mari. Donc, le mari avait une voiture, donc il se déplaçait, il prenait des documents, il revenait. Donc, il y a le fils de son mari, donc Rajlha, c'est Mohamed Sgher Barham Chaouch. Son fils c'était Abdelhamid. Le Abdelhamid est parti au Maquis pour ramener des vivres et des. Donc, il a été intercepté, Mskin. Donc c'est toute la famille qui a été, bien sûr, inquiétée. Elle a fait la prison déjà 2 mois. Son mari, bien sûr, la torture, etc. Relâchés, mais on leur a demandé de partir. Donc, ils les ont exilés. Ils sont exilés à Alger. Arrivée à Alger, elle est tout de suite contactée par le chef de l'Algérois, c'était Rabitoul Amroussi Jamal Benay, qui est encore vivant, donc il peut en témoigner. Donc, il en a témoigné en fait. Oui. Donc, il la met dans le réseau de l'Algérois. Elle était au début à Innsbouja, puis à Châteauneuf. Donc, hop, encore une fois, interceptés, un ratissage, ils ont été pris. Et là, c'était vraiment la torture pendant 6 mois. Donc, son élève, Khalti Aqila, disait qu'elle portait les séquelles sur son corps. Donc, tellement elle a été violentée, elle a été torturée. Son mari, il a été pris et elle ne l'a plus revu. Donc, puis son fils Abdelhamid est aussi décédé en tant que shahid. Mais en sortant, donc, elle reprend. Elle reprend, voilà, elle reprend. Elle reprend. Au moment juste avant l'indépendance, donc au moment du cessez-le-feu, donc entre mars, avril et juillet 62, elle est encore une fois contactée par Bouala Moussedekh et le Jama'a. Donc on lui demande de de participer à la création de l'Union nationale des femmes algériennes. Donc elle travaille aussi avec ses sœurs, donc les Moudjahidettes. Elles créent le premier noyau pour préparer l'indépendance. Après l'indépendance, elle revient à l'enseignement et puis elle milite, elle était dans tous les congrès, que ce soit pour l'écriture de l'histoire de la Révolution, etc. Mais quand même, on n'arrive pas à suivre ses pas. Donc elle est partie partout parce qu'on sait qu'elle est montée au Maquis, on sait qu'elle a connu. Il y a 5 enfants qui lui ont été envoyés par Séamiroch, parce qu'ils étaient orphelins, ils venaient de perdre leurs parents, donc il y avait personne pour les prendre en charge. Elle les a pris. Il paraît que sa maison, c'est comme on dit, Dal Kbira. Les matachèches, ils bêtent de fa. Donc elle a passé toute sa vie comme ça. Donc c'est Darha, elle a reçu tous les nécessiteux, tous ceux qui avaient besoin. Donc elle a aidé à marier des jeunes filles, elle a aidé à marier. Ah, j'ai pas dit aussi qu'elle a été. Donc, quand elle a été contactée au début de la Révolution, elle a été à l'origine de la montée du premier groupe à Borj Bourir. Donc, c'était des militaires qui étaient à la caserne. Donc, elle leur a fait prendre conscience. Donc, ils ont pris armes et bagages et ils sont montés au Maquis. Donc, les Hachfiham Rabitoul Amro, puis voilà. Donc, et là, c'est la tombe de Lalla Chamar Birahma. Comme tu le disais si bien dans le micro de Feria El-Hamdi Ahmed, aujourd'hui, elle est là où elle doit être, donc au musée du Moudjahid, parce qu'elle a. C'est sa place. C'est sa place. Parce que, comme dit le hadith, donc, Udna min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar, elle a fait tous les djihad. Donc, déjà la prise de conscience, elle a contribué à la prise de conscience. À l'éducation. Elle a offert une partie de sa vie, donc son corps, et elle a offert la vie de son mari, Rabbi Yarhamou. Et puis par la suite, c'était la construction du pays. Parce que, en fait, pour ces moudjahidines, après l'indépendance, il fallait qu'ils arrivent à se reconstruire. C'était un autre djihad, une autre forme de djihad. Parce que c'est des âmes brisées, parce que le psyché, c'est difficile, parce que ce qu'ils ont vécu. Et puis, elle attendait que son mari revienne, qu'il sorte.
les Moudjahidines savaient qu'il était décédé, mais ils ne lui ont pas dit. Donc, ce n'est qu'à la fin qu'elle a appris que son mari était mort et son fils était mort. Donc, il fallait qu'elle se reconstruise. Elle l'a fait à travers la construction des jeunes, la construction du pays. Elle a contribué à la création de centres de formation pour les filles, donc l'enseignement des filles. Donc, c'est ce qu'on, jusqu'à présent, donc c'est ce qu'on est arrivé à collecter à travers avec les amis de la société. Informations. Donc pour ceux qui l'ont connu, il faut témoigner justement. C'est pour l'histoire encore une fois et pour la mémoire. Je me permets, Nour, de remercier tous ceux, notamment le président de l'association, donc Riyad Ben Mahdi, le président d'honneur Seyed Tahar Ben Hussein, et tous nos amis de l'association, tous nos amis de Zmoura et d'Alger qui ont contribué. Et il y a eu aussi la présence de sa famille, donc il y avait Latifa qui était là, Latifa Boufdji, c'était elle, alhamdoulilah, donc elle a pu venir. Et puis cette fois, moi j'étais personnellement très heureux parce que il y avait Zahrounissi, Madame Zahrounissi, la fameuse Zahrounissi, qui a connu Chama de près, donc qui était là, qui a témoigné. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être revenu sur ce bel événement déjà qui a été organisé à l'honneur de la défunte, donc Moudjahida Chama Boufdji, et surtout d'être revenu sur son parcours très rapidement pour conclure. Exactement. Les organisateurs, c'est le ministère des Moudjahidines, l'organisation des anciens Moudjahidines et l'association Chama Boufdji avec la collaboration du Musée national du Moudjahid. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Ahmed. À d'autres événements, Inch'Allah, comme ceci, encore comme cet événement-là, justement, encore une fois, pour la promotion de notre mémoire. Merci encore une fois Ahmed. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, pour une autre belle rencontre. Merci Ahmed. Et on continue cette fois-ci. Ça va être une exposition de peinture à laquelle on va s'intéresser en compagnie de l'Amia Boudbouda. Il s'agit donc d'une exposition de peinture de l'artiste peintre Abdelkader Rouabah. Et on se retrouve juste après. À la galerie Mohamed Rassim, l'artiste peintre Abdelkader Rouabah nous invite à un voyage dans l'âme humaine. Intitulé Visions différentes, visite intérieure, le visiteur découvre à travers les 73 toiles un art qui jongle entre abstraction et expressionnisme. L'artiste joue avec les formes et les émotions, laissant libre cours à son imagination. Une peinture instinctive, rythmée et profondément humaine. Des silhouettes humaines apparaissent stylisées, baignées dans un éclat de jaune et de bleu, des couleurs vives, contrastées et posées avec énergie. D'ailleurs, ce tableau plaît beaucoup à Sophie, une touriste qu'on a rencontrée. J'aime beaucoup tous ces groupes de femmes là, c'est très coloré et très gai. Mais même ceux qui sont dans des tons plus sombres, j'aime bien aussi. Et donc voilà, moi je suis plutôt dans le figuratif que dans l'abstraction. Donc et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup. Dans une démarche esthétique et philosophique, on y retrouve une grande variété de couleurs, certaines chaudes comme l'orange et le rouge, et d'autres plus apaisantes comme le bleu. L'artiste est diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Alger en 1996. Il a bénéficié de l'enseignement d'un grand nom des arts plastiques. On citera notamment Choukri Mesli et Abdelrahman Aïdoud. Son parcours est jalonné d'expositions collectives et individuelles. Ses œuvres sont comme une célébration de la vie, de la diversité et des émotions humaines. L'artiste a puisé dans l'intériorité, laissant parler les gestes, les symboles, les couleurs et les formes, pour donner naissance à un langage plastique personnel, spontané et poétique. Comme ça. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci en compagnie donc du docteur Fethi Ben Achnou. Nous allons nous intéresser à la santé mentale. Comme je le disais donc ce matin, l'un des piliers du bien-être, n'est-ce pas docteur? Bonjour. Bonjour, sabah al khair. Comment ça va? Ça va. On a passé une bonne semaine?
Oui, fait très beau, bon, hein. il n'y a pas de problème. Il fait bon, Il fait bon, surtout hier, il y a eu cette douche naturelle et ça a réveillé un petit peu la nature. Mais alhamdoulilah, cette année, nous avons eu quand même la saison automnale. Inch'Allah. Nous avons ressenti quand même l'automne cette année, non? Oui, le côté frisqué, le changement. Les petites pluies, comme Donc, ça. voilà, ça n'est-ce pas? c'est bon. Je dis qu'il ne faut pas parler. ما تعينوناش لينا l'Algérie, Inch'Allah. C'est une façon de dire alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Voilà. pourvu que ça dure. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé mentale et ce sera juste après cela. Bon, tout ça. Et donc la santé mentale, on en parle et on disait que c'est un pilier fondamental pour le bien-être, docteur. Mais là, vous avez prononcé le... Qu'est-ce que c'est que la santé? Il faut changer notre logiciel. Hélas, à 99,99%, quand on parle de santé, actuellement on parle de maladie. De maladie. De maladie. Mais c'est ça qui... Ça veut dire que l'on a accepté d'être un réceptacle, de laisser se développer une maladie. À ce moment-là, on se rappelle la santé. Or, et là je vais vous faire... il faut revenir à l'origine de la définition de la santé. C'est quoi? Alors, la santé, selon l'OMS, docteur, j'ai appris ma leçon, c'est un bien-être mental, physique et social. Un état. Un état, voilà. De bien-être. Bon, je dois réviser alors. Non, vous avez ramassé les choses essentielles. C'est un état de bien-être physique. Or, nous, qu'est-ce qui nous caractérise? Et la définition nous avertit. Être en bonne santé, ce n'est pas absence de maladie. C'est pas absent. Ah, alhamdoulilah, on est le buzz, tout ça, alors j'ai pas de maladie. Or, c'est ça le piège dans lequel on est en train de s'enfoncer. On ne parle que de la maladie. Or, il y a des éléments. Un état de bien-être physique, oui, c'est mental. Un état de bien-être mental, et c'est là où se situe le côté être en bonne santé mentale. Et social. Moi, je lis toujours l'état social au mental. Et parce que c'est bien. Par exemple, quand on a de l'argent dans la poche, moi, je parle à des taux très, très humains, pas les taux faramineux. On est à l'aise, on peut payer, on n'est pas gêné pour payer son électricité, pour payer son loyer, pour les finances simples de la vie quotidienne. Alors la santé mentale, justement, c'est ça. C'est maintenir son esprit. Je n'utilise pas les termes médicaux. C'est maintenir son esprit dans de bonnes dispositions pour adhérer à la vie, pour participer à la vie. La preuve, si on est un petit peu déprimé, si on est un petit peu mal à l'aise, en deuil, notre santé mentale est affectée. Et après, il y a le physique aussi qui suit bien sûr, automatiquement. Mais c'est ce qu'on appelle l'état psychomoteur, premièrement, et le tonus physique. La preuve, et surtout maintenant les étudiants, s'ils ont de mauvais résultats, là, ils sont complètement, et en tant qu'enseignante au contact, vous repérez tout de suite cet abattement. On appelle abattement. Je fais exprès d'utiliser des termes non médicaux pour vulgariser. Et la santé mentale est intimement liée à ma participation, mon adhésion à la vie. Ça, c'est très important et il faut maintenir, parce que le cerveau, c'est un psychisme. Le cerveau, il faut le faire travailler, c'est un muscle, il faut le faire travailler, mais dans le bon sens, dans le sens où je vais vers la vie. Je n'ai pas cette propension à être bloqué par les choses de la vie. Et là, il y a un célèbre film de Michel Piccoli, les choses de la vie, où justement c'est l'abattement, c'est la joie, c'est la douleur, c'est l'amour, c'est tous ces éléments, c'est les difficultés de la vie. Et ça,
la santé physique, voilà, c'est ça qui est important. La santé physique et la santé mentale. Dans la réalité, la santé physique est dépendante de la santé de mentale. la santé mentale. La santé mentale, c'est le moteur de la santé physique. Évidemment, et les idées noires, tous ces éléments ruminés et tous ces... ce qu'il faut faire comprendre et préparer les jeunes au fait que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça ne va pas se passer comme j'étais. Et le meilleur moment de la vie, vous savez, c'est le fœtus quand il est dans le ventre de la maman. Il paraît que c'est le paradis merveilleux. Pourvu que la maman ne stresse pas aussi. Bien sûr, Surtout. ça c'est important. Voilà. Parce que paraît-il, ça communique. Bien sûr, et ça donne des coups de pied. Un fœtus. Les mamans le savent. Il y a une relation, mais ce n'est pas une relation, c'est le même corps. Melhamha ou demha, comme on dit. Ça, c'est important. Donc, il faut avoir une grossesse heureuse. Et c'est pour ça que la période de la grossesse, pour qu'elle se déroule normalement et que ça se répercute positivement sur le fœtus, il ne faut pas que la maman, quand elle est enceinte, ait des problèmes, entre guillemets. Elle s'énerve souvent ou bien elle consomme des éléments, par exemple quand elle s'énerve, la cigarette. Et quand je dis qu'une femme enceinte, le problème c'est qu'elle va porter un grand préjudice à la santé physique, de son bébé. C'est ça un petit peu la santé mentale, c'est ce qui nous permet d'être disposés, disponibles, très ouverts pour, attention, faire la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Parce que toujours on dit, on essaye de les rapprocher. Non, le coach, je vais utiliser le coaching pour avoir une bonne santé mentale est totalement différent du rôle de psychiatre qui gère les troubles du comportement. La santé mentale, pour revenir à cela, docteur, c'est juste encore une fois une hygiène de vie, tout comme la santé physique. Voilà, et être préparé à la vie, être formé. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? Qu'est-ce que c'est qu'entourer son enfant, éduquer? Quand on dit éduquer son enfant, ce n'est pas qu'il aille à l'école. Non, il faut que l'école soit elle-même positive. Et vous avez, beaucoup de mamans savent qu'un enfant, lorsqu'il est heureux, entre guillemets, il a une bonne santé mentale, il a une disposition à aller à l'école, à aimer sa maîtresse. C'est le premier modèle féminin, surtout nous les garçons, le premier modèle. Mais si cette enseignante, et je la comprends, elle crie trop, elle bouscule trop les enfants d'une façon, parce qu'elle-même, elle a des problèmes de santé mentale. Attention, je précise, ce n'est pas toutes les enseignantes qui sont là. On parle de catégories. En tant que médecin, je parle de cas. Si cette n'est pas positive, beaucoup de mamans sont étonnées que leur enfant ne veuille pas aller à l'école. Non, il ne veut pas aller à l'école parce qu'il est pas bien dans son assiette à l'école. Par contre, beaucoup de mamans savent que leurs gosses sont contents, l'enfant est joyeux d'aller à l'école. Il y a même une petite jalousie parce qu'il aime trop, la maîtresse, il est impatient de la rencontrer, d'aller vers elle, alors qu'elle-même, elle ressent une petite jalousie. Et là, on retrouve tout ce qui est atteinte à la santé mentale, c'est les trucs c'est surtout la souffrance. Moi, ce que je retiendrai, la souffrance. J'aimerais irritabilité, tout ça, je retiendrai la souffrance. Quand on n'est pas en bonne santé mentale, il y a une souffrance, on souffre, on sent qu'on n'est pas intégré, qu'on ne va pas vers les autres et tous ces éléments. Alors, j'apporterai une précision en matière de stress. Ce n'est pas le stress qui nous pose problème, c'est ce qui cause le stress. Le fait de perdre la force de faire face au stress. Et vous savez que c'est le système immunitaire qui est, quand on a un système immunitaire, le stress, on fait. Le stress, et c'est ça la vie, le stress, c'est ce qui nous active. Mais quand on a perdu
pour différentes raisons, on n'a pas le temps d'en parler, cette capacité à affronter le stress. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le stress, c'est affronter le stress. Alors justement, docteur, en ce moment, on parle beaucoup, on a comme l'impression que c'est à la mode, mais malheureusement, c'est un état qui existe réellement, c'est le burn-out. Donc finalement, beaucoup de personnes, particulièrement les mamans, donc les mamans qui travaillent par exemple, donc beaucoup de responsabilités, à un moment donné c'est le burn-out et c'est pas que le burn-out mais c'est après parce que beaucoup de personnes ont vraiment du mal à reprendre une vie normale après avoir passé cette phase-là. Vous savez que le cerveau, la vie psychique est quelque chose, je m'excuse de dire quelque chose, c'est plus que quelque chose d'extrêmement importante mais fragile. Mais fragile. C'est drôle, cet humain qui peut être détruit parce qu'il est détruit de l'intérieur. Ça, c'est très... le burn-out, c'est comme le diabète. Ça veut dire quoi comme le diabète? Ça n'a pas de relation avec le sucre. Ça n'a pas de relation avec le... Le burn-out, c'est quand on a un comportement et surtout un harcèlement. Et on parle souvent du harcèlement sexuel, c'est vrai qu'il existe, mais vous avez un harcèlement sur le lieu de travail, un harcèlement d'une épouse envers le mari ou bien du mari vers l'épouse, on a le harcèlement surtout au travail. Le burn-out, c'est extrêmement important et il faut qu'on apporte une attention très particulière à comment, surtout les chefs, entre guillemets. Je ne parle pas des chefs faillants, les chefs. Moi, je vous cite un cas d'une malade qui est venue me voir. Ils avaient un chef très exigeant, mais hagar, le mot en arabe est plus... eh bien, qu'est-ce qu'il dit à ses employés? Il dit, tu travailles et tu te tais, regardez ça, hein? Sinon il y a 50 personnes à la porte qui attendent ton poste. Mais ça c'est destructeur au point de vue mental, c'est rabaisser une personne, c'est respecter sa dignité, c'est respecter ça. Par contre, c'est vrai qu'il faut être à cheval sur un volume de travail à réaliser, mais pas de se croire. On a une expression, il n'y a qu'un seul Dieu. Effectivement. D'autres formes de santé mentale ou de mauvaise santé mentale, docteur, d'atteinte à la santé mentale, effectivement. Alors, les parents en sont pour beaucoup, même si on le dit à chaque fois, ils sont de bonne foi. Donc, les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Alors, c'est beaucoup de pression quand il s'agit, lorsque nous sommes à l'approche des examens, par exemple, particulièrement lorsque... À l'approche du bulletin scolaire. Du bulletin scolaire et particulièrement les examens décisifs, donc le baccalauréat par exemple, le BEM. Là aussi, donc on le dit, hein, les parents sont toujours de bonne foi. Et c'est juste parfois... Ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Parfois... Chauffez, cette histoire de baccalauréat, c'est la même histoire que Ramadan, avant que Ramadan approche. On dit, Ramadan, c'est comme si c'est une montagne qu'on va affronter, et tout, alors que quand on est en plein dans Ramadan, avec un bon comportement, lorsqu'on adhère, lorsqu'on y croit, lorsqu'on a la foi, vous voyez tous ces éléments qui enrichissent la santé mentale et qui renforcent notre comportement. Le baccalauréat, je crois qu'il est temps d'arrêter cette pression, cette folie à l'approche du bac. Parce que c'est comme, ça remue, hein, ça bouillonne, et plus on s'approche du bac, c'est quelque chose de catastrophique. Surtout, le problème du bac, c'est les parents. Mais les parents eux-mêmes sont victimes d'une autre pression, d'une autre pression terrible. Et c'est important par rapport. Alors la pire des réactions,
شوفوا وليد عمك شوفوا وليد Oui, اختك la شوفوا comparaison. وليد. Il faut lutter contre ça. Il faut débrancher les parents. Il faut pas les تحميهم comme on dit, les exciter, les trucs, le bac comme élément de comparaison sociale. Après, on a vu le résultat quand même catastrophique. On a même assisté à quelques enfants le premier jour du bac qui s'évanouissent, qui font le syndrome de la feuille blanche, n'est-ce pas? Je vais vous dire, je ne parle pas souvent de moi-même. Mon père, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Saad. nous, à l'époque, la 6e, c'était le passage d'office. Et je suis pour ça. C'est en fonction du travail que l'on fournit toute l'année. Tout au long de l'année. L'instituteur, M. Azoug Ahmed, Allah yarhamou, je me souviens de lui. Ça vous a bien marqué, hein, docteur? Ah oui. Et on avait une liste à la fin de l'année. En fonction des compositions, en fonction de la participation, de l'activité de la classe et tous ces éléments, on avait des élèves qui étaient choisis proposés par l'enseignant, mais choisis par les autorités académiques, tout ça. Ils passaient d'office en 6e. Ils ne passaient pas l'examen de 6e, ils passaient d'office. Ça existait en Algérie durant ma génération. Ma génération aussi, d'ailleurs, docteur. Ah, très bien. Oui, vous n'êtes pas vieille, vous êtes jeune. Relativement, on va dire. Jeune. Et à ce moment-là, quand j'ai été annoncé ça à mon père, Allah yarhamou, papa renie juste le 6e sans examen, tout ça, il y avait une phrase qui m'est restée. Mon fils, ya oulidi, راك تقرا روحك ماشي ليا. Oh là là. Mais c'était formidable, c'était très important. Oui. J'avais pas droit à la montre, j'avais pas droit à la bicyclette et tout ça. Avec gentillesse. Vous n'aviez pas le droit de négocier votre réussite. Finalement. La marchander ou là. Oui. Et là, qu'est-ce que ça développe? Ça développe la responsabilité. Et c'est un élément fondamental de la personnalité. Et c'est ça, ça permet la bonne santé mentale presque de toute ma génération. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je voudrais justement dire à Myriam que je salue. Lesquelles des Myriam? On en a deux. Myriam Akak ou Myriam Saïd? Akak. Voilà, elle est juste là. Elle est juste là. Vive les Myriam. Et on voulait parler de l'hydratation. Oui. Je vous fais exprès parce qu'on a dans notre mental qu'il ne faut boire de l'eau que durant l'été. Or, le corps humain a besoin de liquide, d'eau. Je ne parle pas de liquide, je parle d'eau, j'insiste. Il a besoin toute la vie, de la naissance à... Et on a réalisé en Algérie les premières années de l'indépendance, grâce à notre système de santé et les enseignants et les profs qui le géraient, le ministère qui le gérait, on a réussi à éviter une catastrophe qui était pire qu'une épidémie. C'était les enfants, les bébés qui mouraient par déshydratation. Oui. Parce qu'ils avaient des diarrhées, parce que le niveau d'hygiène, tout ça, des diarrhées. Et très souvent, les mamans nous disaient, comment, même maintenant des adultes, comment je perds de l'eau et je prends de l'eau. Mais justement, à partir du moment, et c'est pour ça qu'il faut de l'éducation sanitaire, même en hiver quand il fait froid. Pourquoi? Parce que notre corps est constitué à 60% d'eau. Quand vous vous pesez, et si vous pesez 100 kg, 60 kg d'eau répartie. À comparer, parfois tout le monde le fait, j'ai pris un verre d'eau, je me sens gonflé, tout ça. Alors que tu as 60 litres d'eau qui sont répartis dans le corps humain. Oui, effectivement. Et c'est ça l'éducation sanitaire, c'est ça la prévention. C'est sur ça qu'il faut mettre le paquet, pas la maladie. Ah, il est mort déshydraté. Vous êtes une maman, oui. Il y a la fontaine, il y a des éléments, mais un élément essentiel, c'est l'hydratation. La cellule nerveuse qui est là, vous savez que 90% du poids du cerveau, ce cerveau qui est comme un flanc, à 90% c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et là, on rejoint
Allah subhanahu wa ta'ala min al-ma kulli shay'in hal. Nous avons fait de l'eau la source de la vie. La source de la vie, l'essence de la vie. En tout cas, merci beaucoup, De rien. docteur, de nous avoir encore une fois sensibilisé sur l'importance de la santé mentale. C'est Aujourd'hui, grâce non pas à la Canal maladie Algérie, mentale. le bonjour Voilà, grâce à d'Algérie. vous aussi, à chaque fois qu'on vous appelle, vous êtes là, toujours au service de nos téléspectateurs. Docteur, merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah. pour une autre, thématique, pour Inch'Allah. une autre séance de sensibilisation et d'éducation sanitaire. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, on continue et cette fois-ci, ça va être une pièce théâtrale donc pour enfants intitulée Teljoun et c'est un reportage donc de Linda Tebboul et on se retrouve juste après. Touchante et plein de sens, la pièce Teljoun présentée au Théâtre national algérien a profondément ému les enfants. À la fin du spectacle, ils sont montés sur scène pour embrasser et féliciter les comédiens dans une scène pleine de tendresse et de spontanéité. Un moment sincère qui en dit long sur ce qu'ils ont ressenti. Le spectacle m'a beaucoup plu et j'ai appris que l'harcèlement ce n'est pas bien et que ça fait du mal aux gens. Si j'étais comédienne, je choisirais le rôle de la princesse parce que c'est celui qui m'a le plus plu. Le rôle de Chamchoum m'a beaucoup plu. Le jeu était très bien et j'ai appris que l'harcèlement ce n'est pas bien. Parmi eux, des enfants d'une association d'orphelins, invités spécialement pour assister à la représentation. Leur sourire et leur rire témoignaient de la joie et de l'émerveillement qu'ils ont vécu. Ça reste toujours c'est un plaisir. D'ailleurs sur scène, il y a le contact où chaque personnage يدخل تحسي la réaction تاع le public تاع les petits enfants. كنت في دور سمعون شخصية سمعون الشخصية المغرورة الغبية. J'ai joué le rôle de Chamchoum, un personnage arrogant et un peu stupide, qui trahit les habitants de la ville de la Neige Blanche par ses moqueries et ses mauvaises actions. C'est un rôle important car il représente le côté négatif qu'il faut affronter pour montrer que finalement, le bien gagne toujours. الجانب تاع الشر باش ان لافان ديكوفري باللي الخير توجور. Nous allons parler, nous allons donc nous intéresser à la caravane de découverte des jeunes talents et ça va se passer donc du 11 au 14, comme je vous le disais ce matin, ça va commencer aujourd'hui. L'organisatrice est parmi nous ce matin, donc il s'agit de Awatif Afri. Bonjour, marhaba bik Awatif. C'est un plaisir. Comment ça va? Le plaisir est toujours partagé, cher ami. Alors Awatif, depuis que je la connais, ça fait combien de temps environ? Je dirais plus de presque 20 ans, 18 ans à peu près. Une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, Awatif, n'est-ce pas? Vous êtes toujours jeune, vous êtes toujours rayonnante. Mais c'est pareil, c'est pareil. Merci beaucoup, Awatif. Alors, c'est une caravane donc, qui va sillonner un petit peu la ville d'Alger durant ces 4 jours. Parlez-nous un petit peu. Pas 4 jours, alors ça va être du 11 au 14. Non, ça va être du 11 octobre au 13 décembre. Ah, au 13 décembre. Oui, au 13 décembre. D'accord. Au 13, 13 décembre, oui, ça va être une caravane, il y aura des éliminatoires. D'accord, donc on n'aura pas l'occasion de dire qu'on a raté. Non, pas du tout, parce là, que... on n'a vraiment pas intérêt à dire on n'a pas eu le temps. Inch'Allah, on va revenir avec des participants et voilà, Inch'Allah, on va revenir avec des participants. Avec les lauréats, avec les gagnants. Les lauréats ou entre-temps, durant notre parcours. Inch'Allah, marhaba bikum en tout cas. Alors, Awatif, la caravane, ça parle de quoi? Donc, quel est l'objectif un peu de... Je vais vous dire, dans le cadre de la promotion et de la découverte de jeunes talents, la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger, avec la participation de la Ligue de développement et de promotion des jeunes talents, on organise la deuxième édition de découverte de jeunes talents, qui va se dérouler, comme on vient de le dire, du 11 octobre. Lancement aujourd'hui. Exactement, au lancement aujourd'hui au niveau de la maison de jeunes de Kouba.
Donc, et qui va aussi sillonner les maisons de jeunes de la capitale, les cités universitaires aussi. Donc on va essayer de toucher aussi les universités, puisqu'il y a toujours des jeunes talentueux, et on va essayer de rapprocher d'eux. Donc ça va être on a des axes bien précis. Donc ça va être les arts lyriques, les arts dramatiques, la musique aussi, tout ce qui est instrument, et aussi la création de contenu, donc les podcasts. Voilà. On essaie aussi de régler nos pendules à la demande des jeunes aussi. Oui. Hein. Voilà, le besoin aujourd'hui. Le besoin aujourd'hui des jeunes. Et aussi, il y a aussi, la direction lance le concours de l'identité visuelle de la DJS d'Alger. Un concours destiné aux designers. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça va être les jeunes qui vont finalement établir la charte graphique d'identification visuelle de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Donc c'est donner l'opportunité à ces jeunes talentueux de créer eux-mêmes le logo de la direction de la jeunesse. D'accord. Alors, comment vous comptez un petit peu, on va dire, inviter tous ces jeunes à rejoindre cette caravane? Parce que vous avez quand même jusqu'au mois de décembre, vous allez sillonner plusieurs endroits. Certainement, vous allez rencontrer des talents. Donc, ça va se passer comment pour qu'ils puissent s'inscrire? Moi, je vous dis déjà les inscriptions, on est à 200 participants. Sur le lien de la page. Parce qu'il y a une page spéciale pour la Qafilat Iktishaf Mawahib. Donc, elle est sur les réseaux. Et déjà, il y a 200 participants. On retrouve un taux très élevé en art dramatique. Un taux très élevé. On n'aurait pas dit, hein? Oui, exactement. On aurait pu penser création de contenu, on aurait pu penser à la musique. Moi, je vous dis, parce que l'impact de la première édition était assez fort quand même. Les participants ont bénéficié d'une somme d'argent assez conséquente, puis un voyage en Tunisie. Donc, il y avait pour développer un peu les compétences. Exactement, il y avait une crédibilité dans le concours. Le jeune, il y avait du concret. Donc c'est par rapport à ça, moi je pense qu'ils ont ils ont mis le paquet les amateurs des arts dramatiques. Ah, ils ont tout compris. Alors il y a les arts dramatiques, il y a aussi les arts plastiques aussi. Les arts plastiques, on a une assez importante participation, et on a aussi la création de contenu. La création de contenu. C'est la grande tendance aujourd'hui. Mais on a essayé d'être dans le thème, tout ce qui rapporte à l'Algérie, un contenu assez conséquent, un contenu pédagogique, un contenu promotionnel. Exactement. Donc, ça va se passer au niveau des structures de jeunes, les samedis et les mardis. Donc, samedi, il y a deux axes. Comme aujourd'hui, il y a les arts dramatiques et création de contenu. Et le mardi, il y aura musique, instruments et les arts plastiques. Et ça se passe comment? Donc, vous déplacez au niveau... On se déplace avec tout un staff, avec tout un équipement. On se déplace et les jeunes viennent, ils sont déjà inscrits. On donne l'occasion aussi aux jeunes qui ne sont pas inscrits. Donc, on ouvre les portes le jour même. Donc, c'est ouvert, hein? C'est ouvert. Pour le moment, c'est ouvert. On va fermer juste le quart de finale. D'accord. C'est ouvert jusqu'au quart de finale. Voilà, quart de parce qu'après, ce sera plus équitable, effectivement. Quart de finale, finale et la finale. Inch'Allah, la finale va se dérouler à la salle Ibn Khaldoun, comme l'an passé, où il y a eu vraiment... c'était un spectacle extraordinaire à voir avec la découverte des talents. Et c'était en musique, plutôt en chant. Donc on a découvert des jeunes talentueux, et c'était vraiment un beau spectacle à ne pas rater. Et cette année, on a visé le côté instrument. C'est pour la création d'un orchestre. La création d'un orchestre spécial pour la direction de la jeunesse et des sports. D'accord. Donc c'est ça le but. Notre but est de Donc il va accompagner un peu les activités. Exactement. Donc c'est création d'un orchestre qui accompagnera pratiquement nos activités. Les activités de la maison de jeunes ou de toute la direction de la jeunesse? Non, les activités de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. Voilà. On ne veut pas faire un orchestre assez grand pour constituer de jeunes. Bon, ils sont amateurs, pourquoi ne pas rentrer dans le professionnalisme? Alors, justement, lorsque vous recevez ou vous vous déplacez au niveau des différentes stations pour rencontrer les jeunes, c'est un jury sur place? C'est un jury professionnel. Oui. C'est un jury qualifié, constitué de conseillers de la jeunesse, de profs en musique. Moi, je vous dis de profs en musique.
il est constitué de professionnels, de gens donc, qualifiés, voilà. de personnes qualifiées. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire aussi, en art plastique, on a donné comme thème l'Algérie, la capitale. Oui. Voilà, la capitale, c'est pour aussi avoir... Nous, on pense un peu... quand on fait un travail, on a des buts à atteindre. Oui. C'est avoir une exposition, une belle exposition de tableaux des monuments de la capitale. Donc l'exposition, elle va se faire avec tous ceux qui ont participé, pas seulement ceux qui ont remporté le concours. Tous ceux qui ont participé. Voilà. Donc tout le monde sera mis en valeur. Tout le monde sera mis en valeur, exactement. Là, notre but, c'est valoriser les jeunes talents. On leur donne la chance de promouvoir leurs œuvres, de promouvoir leurs talents. Et moi, je le dis, ils sont gâtés par rapport à nous, parce que là, tout est servi pour eux. Et nos programmes vont vers ces jeunes talents. Ils sont ciblés et c'est pour la promotion des jeunes aussi. Alors justement, Awatif, pour ce qui est de ces 4 volets ou ces 4 axes que vous avez donc déterminés pour cette édition, pour cette deuxième édition, est-ce qu'il y a un encadrement qui se fait ou ce sont des jeunes qui ont libre expression de faire vraiment les choses comme ils le sentent, comme ils le veulent, ou il y a quand même un encadrement, des ateliers, des formations? Justement, quand on arrivera à la demi-finale, pour préparer le spectacle, il y aura un encadrement qui va les suivre. Pour la préparation du spectacle. L'an passé, il y avait tout un orchestre, il y avait des spécialistes, des conseillers en art lyrique qui ont accompagné les jeunes pour les voix. Donc c'était un accompagnement avant le spectacle. Et je dois lancer aussi, je vais vous dire qu'on lance le concours de l'identité visuelle. On a parlé de ça. L'identité visuelle. Oui, l'identité visuelle, oui. Effectivement, donc ça, ce sera à la fin. C'est destiné aux amateurs et aux professionnels. Hein. Donc, d'une pierre deux coups. Voilà, d'une pierre deux coups. Donc, déjà, encore une fois, donner la chance à tous ceux qui veulent participer. Même aussi, c'est stimulant parce que quand on voit un logo fait par un jeune pour une direction de la jeunesse, ça veut dire qu'on donne de l'importance à cette jeunesse. On lui donne vraiment de l'importance. On va dire, c'est le cœur de métier déjà de la direction. Elle existe pour servir la jeunesse, répondre à leurs besoins, les encadrer, effectivement. Mais sinon, Awatif, donc c'est quand même un gros investissement, c'est un gros travail qui se fait au profit d'ailleurs de ces jeunes. Donc c'est jusqu'au 13 décembre, vous nous l'avez dit, nous sommes déjà à la deuxième édition. Qu'en est-il de l'après? Parce que l'après, vous allez découvrir, j'ai envie de dire, parfois je déteste être jury pour la simple et unique raison qu'il y a tellement de belles choses qu'on a du mal à choisir. C'est l'accompagnement. Alors l'après, déjà, le jeune, ils vont être récompensés. Donc l'an passé, ceux qui ont participé aux arts dramatiques, ils ont eu un voyage en Tunisie. Ils ont eu, d'autres ont eu un voyage à Amsterdam. Donc ça rentre dans la mobilité de jeunes. Moi je vous dis ça, déjà c'est un accompagnement. C'est permettre aux jeunes de se rencontrer. C'est la création aussi de clubs de jeunes. Je vous dis, après, il y a même des jeunes qui se sont constitués en association, qui se sont constitués en club, et maintenant ils activent au niveau des maisons de jeunes. C'est des rencontres. C'est un retour sur investissement, ça. Exactement. Oui, c'est un grand investissement. Il y a même des formations qui ont été destinées aux jeunes. Je parle toujours des arts dramatiques. Ils ont eu quand même deux regroupements où ils ont eu une formation en art dramatique. Et tout ça, c'est la Ligue de développement et de promotion des jeunes talents qui organise ce genre d'initiative. Voilà. Donc il y a tout un accompagnement qui se fait. Exactement. On fait l'accompagnement. Moi, je vous dis, il y a aussi même nos programmes. Dans nos programmes, on retrouve des jeunes maintenant qui participent à Al-Han wa Shabab, qui participent. Donc on découvre et c'est un plaisir de les voir maintenant sur scène, de les voir. Après, ça nous apporte, c'est la grande école. Exactement, c'est la grande école. Ça nous apporte une satisfaction personnelle et puis il y a de quoi se dire qu'on arrive à faire quelque chose. Se réjouir, effectivement, parce que ça reste quand même un travail que vous faites. Et, il y a aussi les médias qui jouent le rôle. Moi je vous dis, quand on ramène un jeune sur le plateau, je vous dis, il est tout content, il est valorisé, excité, il est valorisé aussi. Donc nous aussi, on compte sur vous, sur les médias pour promouvoir ces jeunes talents.
Voilà, et pourquoi pas les organisateurs de galas qui leur donnent la chance, chose qui est faite par Agriculture en ce moment, qui donne la chance aux jeunes de se produire sur scène, l'art de rue, c'est ce qu'on voit maintenant voilà, et surtout sur la capitale. donner l'idée aussi à d'autres régions d'Algérie, parce que les talents se trouvent quand même dans les quatre coins, du pays. Justement, on avait le concours national en art lyrique, et il y avait une participation quand même nationale. L'an passé, on avait une participation nationale. Donc élargir un petit peu les opportunités, parce qu'il y a toujours des talents qui font cavalier seul, et qui ne savent pas où partir, qui ne savent pas où s'adresser. Ça rentre dans le programme du ministère de la Jeunesse, puisqu'on organise des festivals nationaux. Donc, Inch'Allah, on sera à la hauteur. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation, très belle réussite pour cette édition. On rappelle, ça commence aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'au 13 décembre. Et c'est ouvert aux jeunes. Et bien entendu, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au quart de finale. Exactement. Voilà. Awatef, c'est toujours un plaisir de te compter parmi nous. À très vite, Inch'Allah, pour avoir plus ample de nouvelles, Inch'Allah. Merci beaucoup, Awatef. Allez, on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée, donc en compagnie de Sami Guennès qui va nous parler donc d'une programmation de jeunesse. Mais avant cela, ce sera pause musicale en compagnie de Mouksaïb qui nous interprète une belle chanson sur la Hiyad. Et à tout de suite. Pause musicale en compagnie de Mouksaïb qui nous interprète cette belle chanson autour de l'Ahiyat. Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à de très belles initiatives donc, qui nous rendent service, qui répondent à nos besoins, mais surtout qui nous font gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup moins d'inquiétude. C'est une application de laquelle nous allons parler en ce moment et ce sera en compagnie de Sami Guennès. Sami, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Bien Toujours sûr. le bénévolat? Toujours bénévolat, sur terrain. mouvement associatif, on fait ce qu'on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut pour le bien-être commun. Ah oui. N'est-ce pas?
Alors aujourd'hui, donc tu as choisi de nous parler donc d'une nouvelle application, n'est-ce pas? Oui, l'application Daqdaq, يجي الحل باب J'adore, دارك. franchement, j'adore l'appellation. Alors là, c'est tiré du fin fond de la culture algérienne, hein, Vraiment, oui. n'est-ce pas? Alors, donc, cette application Daqdaq qui a été fondée par Adel Hariach, un jeune Algérien de 25 ans, est l'une des premières applications en Algérie qui propose des services à domicile. Donc, service à domicile, c'est tout ce qui est, par exemple, réparation, cours particuliers, événementiels, donc tout ça. Alors ça, c'est donc un petit jeune hein, de 25 ans. Il Exactement. fallait y penser. Hein. Il fallait penser. bien avoir l'idée. Voilà. Alors surtout, ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est sûr, c'est N'est-ce sûr. pas? Beaucoup de temps et justement, donc j'ai eu l'occasion de parler avec Adel Hariach. Alors, comment lui est venue l'idée de fonder cette application? En fait, c'est simple. Ses parents s'occupaient beaucoup de lui et de toute sa fratrie. Alors, malheureusement, à un moment, sa grand-mère est tombée malade. Maintenant, elle va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils avaient un problème. Ils ne pouvaient pas trouver de garde malade à temps et en même temps s'occuper de la famille. Et donc, c'est comme ça que lui est venue l'idée. Pourquoi ne pas créer une application avec laquelle je peux directement commander ce genre de service? Et donc, l'onglet santé est l'un des onglets les plus utilisés dans son application. Donc, il propose des gardes malades et tout. Donc, on a des gardes malades, d'autres services probablement sur le Bien plan sûr, santé. bien sûr. Voilà, nous Alors, avons la fiche, l'image, c'est ça? Voilà, Daqdaq, c'est l'application chaque service à domicile. Ce service à domicile, c'est très algérien, ça j'adore. Bah, c'est sûr. Voilà, ça nous parle, hein? Ah oui, ça nous parle. Ça nous parle de très près, effectivement. Et donc, mis à part, toujours dans le domaine santé, d'autres services dans la santé? Oui, d'autres services dans la santé, il y a aussi des médecins, quelqu'un qui peut venir faire une consultation à domicile, aussi par exemple présenter des soins. Il y a pas mal de soins qu'on fait, donc qui sont assez fatigants à faire en clinique ou à l'hôpital. Donc directement, la personne se présente avec son matériel. Elle arrive bien sûr à la maison et elle s'occupe de vous comme si vous étiez vraiment dans une clinique. Donc c'est très Ça, c'est un travail colossal que Adel a dû faire parce qu'il faut trouver les bonnes personnes donc, sûr. qui collaborent à travers l'application, des personnes de confiance. Exactement, oui. Alors il a eu pas mal de difficultés pour commencer parce que bien sûr il voulait vraiment s'assurer que tous les prestataires, que tous les artisans soient des gens de confiance, soient des gens qui présentent du bon boulot. Alors bien sûr, on s'est basé comme tout le temps sur Internet avec les commentaires, les notes sur 5 étoiles, voilà les avis. Mais en particulier avant ça, il demande toutes les documentations, il demande aussi un interview, un entretien par Internet pour qu'il puisse parler avec la personne et savoir bien sûr est-ce qu'elle est digne bien sûr de pouvoir prendre soin de tous ses utilisateurs. Et surtout par rapport à la disponibilité. Comme ça, c'est pas à chaque fois qu'on demande, on va nous dire excusez-nous, on est occupé, on ne peut pas venir, vous pouvez attendre, alors que parfois ce sont des urgences. Et justement, d'ailleurs, il propose une garantie en ce qui s'agit de tout ce qui est les annulations et tout. L'application Daqdaq s'occupe personnellement et donne vraiment fait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir, dans le cas où il y a une annulation, proposer un autre choix rapidement pour ne pas faire perdre du temps aux utilisateurs. Alors, donc ça, c'était sur le volet santé. Tu parlais d'artisans. Donc, les artisans, dans quel domaine? Bien sûr. Donc, par exemple, combien de personnes, par exemple, voulaient regarder un match, ensuite, à la dernière minute, il n'y a plus de parabole. Certains ne savent pas l'arranger. Vous pouvez directement appeler quelqu'un pour venir vous l'arranger. Quand il s'agit d'un match. Ah là là, qui va match d'ailleurs. Comme celui qui s'est déroulé en 5e qualification. On a gagné 3-0. Tu as regardé le match? Non. Pourquoi? Je ne suis pas vraiment football. Écoutez. Ah, d'accord. Alors, moi, je ne suis pas football, mais quand il s'agit de l'équipe nationale. C'est sûr. On est tous avec patriotisme. Mais honnêtement, je ne regarde jamais les matchs. Ouais, moi... C'est la boule d'angoisse, là. Hein. On en parlait il y a quelques instants en compagnie du docteur Fethi Benachnou, la santé mentale après. La santé mentale après, surtout quand on perd, le match est out. Voilà. Après, tu sais, les petits buts là qu'on rate. Non, vraiment, ça joue sur le moral. Voilà, franchement. Voilà. Et donc, tu disais, donc on peut contacter donc une personne pour venir Bien sûr, nous arranger la parabole. Aussi tout ce qui est événementiel, vous avez un anniversaire par exemple vous pour votre fils, oui, ou n'importe quelle autre fête, on peut appeler un organisateur, un DJ, un magicien, un clown qui vient vraiment sur le champ. Aussi par exemple l'onglet beauté, donc vous êtes par exemple en retard pour un mariage,
il y a beaucoup trop de femmes à la maison, vous ne pouvez pas toutes partir chez la coiffeuse. Vous utilisez Drdr, la coiffeuse vient avec son matériel à la maison et elle prend soin de vous toutes. Franchement, Adel, Allah يعطيك الصحة. Adel chapeau. Hein. Adel, franchement, يعطيك الصحة. تهليت فينا. تهليت فينا, effectivement, surtout les plans en plus. Hein. Ah oui, c'est sûr. Vraiment, donc Adel n'a rien laissé au hasard finalement. Il n'a rien laissé au hasard. Et en ce qui s'agit du paiement, donc les prestataires ont un paiement annuel de 8000 dinars par an. Mais le truc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que la personne n'est pas obligée de payer dès qu'elle crée un compte. Elle crée un compte et dès qu'elle commence à recevoir du boulot, du travail, des annonces, à ce moment-là, elle peut payer ses 8000 dinars et commencer à partir faire ses offres. C'est vrai que c'est très intelligent de sa part parce que Bien au départ, sûr, si on ouvre, on paye et on n'a pas de commande, c'est un clients, peu ouais, c'est à démotivant. perte, exactement. C'est un peu démotivant. Donc vraiment, ce qu'il voulait lui, c'est que tout le monde soit gagnant, tout le monde soit content. Et on encourage vraiment toute personne, tout jeune, jeune homme ou jeune femme qui sont là pour rendre notre quotidien meilleur. Alors, la question qui fâche, il fait comment lui pour gagner de l'argent? Alors, bonne question. Comment il fait pour gagner de l'argent? S'il était là, peut-être que tu lui aurais pas posé la question. Hein. Oui, j'aurais pas pu. J'aurais posé. Ouais. Donc, bien sûr, les 8000 dinars. Oui. Et aussi, en Bien sûr, parallèle… il a un pourcentage. Exactement, il a un pourcentage. Et aussi, bien sûr, on a les publicités. Oui. Publicités, vu que l'application marche avec Internet. Oui. Voilà, donc c'est ça, je pense, c'est ce qu'il m'a dit pour son principal revenu, sans oublier bien sûr que Adel, il n'est pas à son coup d'essai avec Drdr, il a déjà d'autres startups de web développement, c'est un développeur web de base. Donc voilà, Drdr vraiment c'était… Tu as une idée sur ce qu'il fait en dehors de Drdr? En dehors de Drdr, je sais que vraiment il fait du web développement. Bon, on en a parlé. C'est tendance hein, d'ailleurs en ce moment, oui, n'est-ce pas? C'est très tendance, bien sûr. Et les développeurs, d'ailleurs justement, il m'a demandé de passer un message pour les développeurs. Eh bien, mesdames et messieurs les développeurs, si vous avez une idée, une start-up ou bien vraiment lancez-vous parce que vous avez la matière principale pour faire ce qui est bien le web développement et c'est vraiment ce dont vous avez besoin le plus. L'État aide. Et aussi, sans compter les investisseurs qui vraiment veulent investir en Algérie et particulièrement dans la jeunesse algérienne. Après, Samy, il faut dire aussi que aujourd'hui, il y a quand même une culture très très élargie de passer par les services donc internet, que ce soit les applications, oui, que ce soit les sûr, plateformes. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des réticences parce qu'on avait un petit peu peur, c'était nouveau. C'est normal, on a peur aujourd'hui, de ça s'est ce qu'on beaucoup connaît pas. démocratisé. Hein. Oui, c'est pas sûr. demander service. Donc on voit tout ce qui est transport, les Yassir, les InDrive, aussi pour la nourriture, commande et tout. Maintenant c'est bon, ça s'est démocratisé, c'est beaucoup plus utilisé. Donc vraiment, lancez-vous. Tu y penses? Oui, j'y pense, mais personnellement, ce n'est pas vraiment pour comment dire, commercial, c'est surtout bénévolat. Exactement. Voilà, j'en étais sûre. Exactement. Ah, j'en étais sûre. Non, écoutez, après quelques fois d'être venu ici, vous commencez à connaître. Voilà, effectivement, je commence à te connaître. Donc toi, c'est beaucoup plus le bénévolat qui te motive. Ah oui. Qui te motive. Peut-être qu'est-ce que j'allais dire, des événements à venir pour le bénévolat. On attend Ramadan, c'est pour bientôt, de rien. Hein. On attend Ramadan. Alors. Hier, j'ai participé à Octobre Rose. Oui. Participé à l'Octobre Rose, oui, bien sûr. C'était à C'est la première Ain-Allah. fois que tu participes à un Octobre Rose? Oui, c'est la première fois que je participe à un Octobre Rose, oui. C'est émouvant, c'est autre chose. Donc, oui, parce que personnellement, je connaissais quelqu'un qui était atteint de cancer, donc c'était vraiment personnel. Et c'est vraiment beau, écoutez, de voir tous ces gens, tout ce monde se mettre main dans la main pour aider d'autres personnes. Et surtout des témoignages parfois qui sont très douloureux, mais beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. Très enthousiastique, vraiment. C'est ces personnes qui mènent un combat contre eux-mêmes, contre leur corps, contre la maladie. Et vraiment, moi, je suis très impressionné de ce courage et vraiment très ému de ce genre de combat. Oui, j'imagine.
J'imagine. Et donc, parle-nous un peu de cet événement auquel tu as assisté hier. Alors, c'était l'octobre rose au sein de l'EFTJ, l'école de marketing. Oui. Voilà, donc j'ai été appelé là-bas, j'ai participé, c'est à Ain là. Bon, à ma plus grande surprise. Après, les étudiants font un travail colossal sur Oui, terrain. Ils font oui, un travail oui. magnifique. Moi, je trouve toujours du plaisir à les recevoir, d'ailleurs. Et donc, je suis rentré, j'étais avec cette chemise, je savais pas qu'il y avait un dress code, tout le monde était en Était rose. en rose. Tout le monde était en rose. Il y a eu. C'est pas grave, Samy, on apprend dans la vie, c'est pas grave. La prochaine fois, j'irai en rose. Certainement. Et donc, c'était vraiment un événement caritatif. Il y avait des ventes, il y avait aussi, ils amassaient un peu des fonds pour aider les hôpitaux et les malades du cancer. Et donc voilà, on en a bien rigolé, on a rencontré pas mal de malades, on a rencontré pas mal aussi de médecins et tout. Donc vraiment, c'était pas mal. Et on apprend beaucoup. On en apprend beaucoup, oui. On apprend beaucoup. Le on cancer se est remet en un sujet un cause. peu tabou ici. Hein. Ça va, ça commence à se il y a quand démocratiser. même, il y a quand même une petite ouverture. Les gens en parlent avec un peu plus donc d'assurance. Exactement, Donc exactement. on comprend que c'est une maladie comme une autre maladie. Voilà. C'est juste de pouvoir partager pour pouvoir C'est être sûr. bien pris en charge. Tout comme les startups Tout comme et les Internet. startups et Internet, effectivement. Donc, Voilà, oui. allez, tu vas nous dévoiler un petit peu ton projet de start-up. Alors, mon projet de L'application, start-up, il va tout l'application. nous dire, Samy, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pas de secret pour nous, aujourd'hui, Samy. Oui, donc écoutez, Nous sommes entre amis, Samy. Hein. Même nos téléspectateurs, ce sont nos Là, amis. c'est sûr, les téléspectateurs sont nos Même amis. des membres de la famille. Voilà, donc écoutez, je voudrais bien vraiment une application. En fait, c'est simple. Moi, je suis un indépendant. Je n'ai jamais participé, enfin, je n'ai jamais été membre d'un groupe particulier ou bien d'une association en particulier. Ce serait particulièrement pour ce qui est des auxiliaires. Donc, pour aider les personnes âgées, aider les personnes handicapées. Ils en ont vraiment besoin. Et il n'y en a pas assez. Il y en a en Algérie, mais il n'y en a pas assez. Donc, écoutez, à partir de cette application, vraiment, la personne qui en a besoin et la personne qui veut aider peuvent se mettre en contact à travers de l'application. Et grâce à ça, bien sûr, ça crée des liens et ça aide toutes ces personnes en handicap, sans compter, bien sûr, le bien-être et la joie que ça procure de le faire. Effectivement. Alors là, tu fais penser à certaines associations qui font un travail colossal d'ailleurs pour l'accompagnement, pour l'encadrement et aussi pour la formation des auxiliaires parce que être auxiliaire, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas facile. C'est un métier à part entière. On n'apprend pas dans le tas. C'est pas intuitif. N'est-ce pas? Donc, parce que chaque malade a ses besoins, chaque malade a ses petites habitudes, parce que bien sûr, ça reste des personnes. Donc, D'ailleurs, tu sais, Samy, tu me fais rappeler, une fois, j'avais reçu un membre d'une association qui s'occupe d'ailleurs des personnes âgées. Et ils étaient venus pour parler justement d'une formation qu'ils avaient organisée pour les auxiliaires. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que je lui avais dit que oui, une personne âgée, elle a besoin d'attention comme un bébé. Oui. Il me dit physiquement oui, mais mentalement non, parce qu'une personne âgée, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne qui a toute une vie derrière elle, qui a derrière on va dire derrière le rétroviseur, et que cette personne a besoin d'une attention très 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 particulière, même vrai. beaucoup plus particulière d'un bébé. Exactement. Donc, comme parce qu'il y a certaines personnes justement avec toute cette expérience de vie, tout ce qu'il a vécu au fil du temps, on va pas venir vraiment le traiter comme un enfant. Il faut avoir une certaine approche avec cette personne. Surtout que nous, les Algériens, on a une fierté. Donc alors là, quelqu'un qui a beaucoup de vécu, on ne peut pas le traiter comme un enfant. Donc vraiment, il faut les traiter surtout comme un ami. On est une aide particulièrement physique, mais aussi mentale. Il va nous raconter et tout. Il faut être beaucoup à l'écoute et on a beaucoup à apprendre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On a beaucoup à apprendre d'eux. Moi d'ailleurs, je me rappelle, ma grand-mère, quand elle était en vie, c'est ce que je faisais. J'avais toujours un calepin sur moi et à chaque fois qu'elle parlait, je prenais note. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de connaître tes grands-parents. Oui, j'ai eu l'occasion. Les grands-mères particulièrement, lorsqu'elles parlent, elles ne parlent pas comme on le fait nous, mais elles parlent avec des proverbes et des citations.
Exactement. N'est-ce pas? Oui. Et donc, moi, j'étais là, elle parle, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je suis en train d'inscrire tes rimes, elles sont tellement magnifiques, des fois, je comprends rien. C'est tellement un sens très, très profond Ouais. que je comprends rien, mais je note et je me dis, je comprendrai dans le contexte. Et c'est des choses à garder parce que ça fait partie du patrimoine. Mhm. Donc tout ce qui est citation, proverbe, bon, il n'y a pas vraiment longtemps, mais il fut un temps où les gens ne parlaient qu'avec des proverbes, vraiment des mots pleins de sagesse. Ouais. Et on espère bien que cette époque revient. Hein. Ça va être un peu difficile, hein? Eh n'est-ce oui, pas? eh oui. Ça va être un peu difficile Bon, avec les écoutez. applications, avec l'intelligence artificielle. Hein? On fait de moins en moins d'efforts. On fait de moins en moins Allez, de... dis la vérité, de- Samy. Non, j'en souffre avec mes étudiants, hein, je le dis. Là, oui, oui, oui. Donc, En rédaction, c'est avec l'arrivée d'Internet, mais écoutez, on peut trouver le bien dans toute chose. effectivement. En l'utilisant voilà correctement. Et voilà quoi. le regard positif de Samy. Voilà, oui. Donc, en utilisant correctement l'outil informatique, on peut vraiment apprendre plein d'anciens proverbes, surtout avec l'intelligence artificielle. Elle a une base de données qui est énorme. Donc, même ceux qui n'ont pas eu, par exemple, la chance de connaître leurs grands-parents, ils peuvent, à partir de l'intelligence artificielle, avoir les proverbes de tous les grands-parents d'Algérie. Enfin, presque, hein, presque, on va dire presque. En tout cas, Samy, très très beau projet. Je te souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça va être l'occasion aujourd'hui pour faire un appel s'il y a des investisseurs probablement qui veulent te faire une levée de fonds. C'est sûr, n'est-ce pas? c'est sûr. Et Pour, pas seulement pour moi, oui. à tous les investisseurs qui regardent. S'il y a un projet qui vous plaît, n'ayez pas peur, foncez. La jeunesse algérienne a plein de bonnes idées et elle a aussi plein d'initiatives dont vraiment il serait génial que vous pouvez financer pour le bien du pays et le bien de ses En citoyens. tout cas, sur cette note positive qu'on va clôturer notre émission ce matin. Samy, ça a été un plaisir de C'était un partager plaisir. ce moment en ta compagnie. On se dit à très vite. À très vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Inch'Allah. beaucoup, Samy. Très, très belle continuation. Beaucoup de courage, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, on verra naître ton projet. Inch'Allah. Inch'Allah, pour le bien de tous d'ailleurs. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Quel plaisir de vous avoir accompagné durant cette matinée. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai vendredi prochain, Inch'Allah. Excellente semaine à tous. Au revoir.